Bonsoir et bienvenue sur Reflet TV. Si vous nous rejoignez sur nos différents canaux partout dans le monde, très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Sidi. Bon début de semaine à vous. Merci à vous pareillement. Bonsoir Eric Balé. Bonsoir Bon début de semaine également. Merci beaucoup. À vous aussi, bon début de semaine. Le premier sommet de l'AES, les conséquences du divorce avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le lancement du programme ambitieux de construction de 25 000 logements en Côte d'Ivoire. Voici les grandes actus de ce numéro de Entre des News. Le décor étant planté, place maintenant au premier sujet de cette émission. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont entériné leur alliance au sein d'une confédération des États du Sahel lors de leur premier sommet le samedi 6 juillet dernier à Niamey au Niger. Une décision qui acte leur rupture avec le reste du bloc ouest-africain regroupé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui tenait aussi son sommet le lendemain, c'est-à-dire hier dimanche. Les détails dans ce récit d'Ismaël Traoré. Niamey, la capitale du Niger, a accueilli le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, créé en septembre 2023. Ce sommet s'est déroulé le dimanche 6 juillet 2024. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont été reçus à cet effet par leur homologue nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Une rencontre qui a eu lieu un jour avant le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 7 juillet à Abuja, organisation sous-régionale de laquelle se sont retirés le Burkina Faso, le Mali et le Niger en début d'année 2024. Pour ce premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, les grands points ont débouché sur la création d'une confédération Burkina-Mali-Niger, ainsi que la création d'une banque d'investissement, AES, et la mise en place d'un fonds de stabilisation, la création d'une plateforme numérique et certifiée. C'était un événement historique pour les populations qui sont sorties massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de leur région. C'est la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. À Abuja au Nigeria, lors de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, dont c'était le premier sommet, a parlé des risques de désintégration de l'organisation et a également demandé de débarrasser la CEDEAO des clichés qu'il accuse d'être à la solde de puissances étrangères. Ensuite, il a demandé d'éviter les manipulations des constitutions. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été reconduit à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et pour donner un nouveau souffle à l'organisation. Nous sommes de retour en plateau. Eric Bayala, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'Alliance des États du Sahel qui s'ouvre non seulement pour les peuples de ces pays, mais aussi pour ces États. Oui, c'est une nouvelle page. C'est vrai que ça dépend de là où on se situe. Parce que, est-ce que véritablement pour les États qui se sont mis en confédération, la confédération de l'Alliance des États du Sahel, comme vous l'avez dit dans vos propos introductifs, viennent donc de façon irrévocable sortir de la CEDEAO. C'est vrai, c'est une nouvelle situation qui s'opère. Vous allez même dire que c'est une rupture qui s'opère dans la fréquence parce que, désormais, là où depuis 1975, les 15 États étaient mis ensemble pour parler un même langage, pour avoir le même regard, pour avoir une même communauté de destin. Aujourd'hui, 3 des leurs se sont retirés. Ils ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, cela est acté. Les conséquences, véritablement, ce sont des conséquences qu'il faut situer à 3 paliers, pour ne pas dire à 3 niveaux. D'abord au niveau sécuritaire, au niveau économique, et puis au niveau même du brassage ethno-culturel de toutes ces populations-là qui, avec certains pays, ont non seulement une même sphère géographique, ils ont pratiquement des mêmes cultures quasiment, et puis ils ont aussi également cette habitude religieuse. Parce que pour certains d'entre eux, ce sont des États islamiques. Et donc aujourd'hui, se retirer donc de la CEDEAO, véritablement, les conséquences sont, j'allais dire, graves, parce qu'en même temps, le lendemain, la CEDEAO décide donc d'instaurer le visa. Que nous aurons l'occasion d'aborder dans quelques instants. Alors, plus Eric Balé, une nouvelle page s'ouvre pour le Burkina, le Niger et le Mali. Oui, c'est une nouvelle page qui est dans la logique de ce qui avait commencé le 28 janvier 2024 lorsque l'Alliance des États du Sahel a décidé de se retirer de la CEDEAO
Et moi, je pense que c'est la CEDEAO qui est fautive dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas ses propres textes et puis elle fait du 2 poids, 2 mesures. La CEDEAO a toujours soutenu les coups d'État constitutionnels, alors que les coups d'État constitutionnels ont beaucoup plus d'impact négatif sur la population que ces derniers coups d'État militaires que nous avons observés. Chez nous, particulièrement en Côte d'Ivoire, en 2010, on a connu un coup d'État constitutionnel qui a fait 3000 morts. En 2020, on a connu un autre coup d'État constitutionnel qui a donné officiellement 85 morts. La CEDEAO n'a rien dit sur ces faits-là. Maintenant que des États décident de faire des coups d'État militaires et que, sans effusion de sang, la CEDEAO prend des mesures drastiques, surtout par rapport au Niger, qui a été même menacé d'intervention militaire. Moi, je pense que tous ceux qui ont été brimés par la CEDEAO, tous ceux qui ont été victimes de l'injustice de la CEDEAO se sont mis ensemble et c'est tout à fait logique qu'ils sortent de la CEDEAO pour créer leur propre confédération. Maintenant, je pense que par rapport aux liens que ces pays ont avec leurs voisins, je pense qu'il n'y aura pas de changement. On va en France avec un visa, ce n'est pas un problème. Je ne vois pas pourquoi c'est maintenant que ce serait un problème que d'avoir un visa entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est juste au niveau administratif que les choses vont changer, mais dans les faits, les liens entre les peuples ne vont pas changer du tout. Et puis bon, voilà. Alors Eric Bayala, on se pose la question également de savoir pourquoi ce sommet s'est tenu au Niger, à Niamey. Ça pouvait se tenir à Bamako ou à Ouagadougou. Bon, ça, je ne saurais vous le dire parce que je ne suis pas partie prenante de là où on doit décider de la tenue de ce sommet. Si les États confédérés ont décidé de choisir le Niger pour pouvoir tenir leur sommet, ça, je ne saurais vous le dire, je saurais vous dire les raisons. Mais une chose est sûre, si ça n'avait pas été au Niger, ça aurait été peut-être au Burkina ou au Mali. Mais il y a aussi la symbolique du choix de la ville. Je ne percute pas. Peut-être que si vous développez, je pourrais peut-être savoir à quoi est-ce que vous faites référence. Alors, plus Eric Balé, qu'est-ce qui vous aurait marqué de plus lors de ce sommet de l'AES? Bon, ce qui me marque, c'est leur détermination, que je salue d'ailleurs, parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, où on va et comment on y va. Je pense que c'est une très bonne chose qu'ils aient organisé ce sommet. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont pris, ils ont fait un nouveau pas. Parce que quand ils étaient AES, c'était juste, on va dire, c'était pas très formel. Là, maintenant, c'est une confédération. Ils auront certainement ensemble une communauté d'action du point de vue économique, militaire, sécuritaire et tout ça. Donc moi, ce qui me marque, c'est leur détermination. Alors Eric Bayala, de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel, votre commentaire? Bon, d'abord même, je voulais rebondir sur ce que Mme Balé a dit, pour dire qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés là parce que c'est la conséquence de l'attitude de la CEDEAO qui, selon elle, soutient ce qu'elle aura appelé des coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires. Moi, d'abord, pour j'allais dire, le fidèle croyant au principe de la démocratie qui voudrait que ça soit l'action de gouverner pour le peuple et par le peuple, pour moi, tout ce qui est anticonstitutionnel vraiment ébranle, si vous voulez, la conception que j'ai de la vie des États. En ce qui concerne d'abord au niveau de la CEDEAO, comme on l'a dit, il y a des engagements. Il y a des engagements et depuis la nuit des temps, l'autorité militaire est toujours assujettie à l'autorité civile. Et donc, dès l'instant où des militaires, quelles qu'en soient les raisons, prennent les armes pour pouvoir, j'allais dire, déstabiliser un régime, pour aujourd'hui être au pouvoir, là déjà, il y a problème. Maintenant, pour en arriver à la situation qui prévaut aujourd'hui, de passer à l'état de l'alliance à un état à une confédération, je pense que rien n'a changé véritablement. C'est la sanction des actions qu'ils ont commencé à mener qui est donc abouti à la mise en place de cette confédération, qui n'est rien d'autre que la consolidation, sinon, j'allais dire,
la formalisation de cette alliance-là entre ces trois États qui a consisté non seulement à mettre sur pied des textes législatifs afin de le formaliser, ils en sont arrivés à un règlement intérieur entre les chefs d'État. Il y a eu également un certain nombre de décisions qu'ils ont eu à prendre en ce qui concerne mettre en place une force militaire au niveau donc des États confédérés. Ils en sont arrivés à non seulement à dire à une non-ingérence entre les États confédérés. Et ce qui est plus marquant, c'est que ils ont bien voulu mettre en relief le fait qu'il n'y ait pas de coercition en ce qui concerne les engagements des États, constitution pour dire qu'aucun des États ne doit être obligé par les deux autres à suivre une directive ou bien à suivre un ordre qui sera établi. C'est là le problème, c'est ce qui a créé donc le schisme avec la CEDEAO. Lorsque les États se retrouvent entre eux et qu'ils déterminent ensemble, j'allais dire, ce qu'il faut pour qu'on ait une communauté de destin. Parce qu'aller à la conquête aujourd'hui du monde, c'est, si vous voulez, le marché de consommateurs que cela engage. Avec la CEDEAO, c'est plus de 400 millions de consommateurs. Et quand vous allez négocier des partenariats, vous prenez, je dis n'importe quoi, la Côte d'Ivoire seule qui fait pratiquement plus de 30 millions d'habitants. Quand vous allez discuter avec la Chine, mais on ne peut pas vous regarder parce qu'une seule ville même chinoise serait plus peuplée même que toute la Côte d'Ivoire entière. Mais quand vous dites nous venons au nom de la CEDEAO, en ce moment ça devient un marché important. Et donc si tous les 15 États se sont mis ensemble, c'est cette vision-là d'aller à la conquête, si tu veux, des engagements internationaux au niveau donc commercial. Et les trois se mettre ensemble. Vous voyez, quand vous prenez le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous ces États-là mis ensemble ne valent pas 100 millions on appelle ça de consommateurs. Et donc, c'est un véritable problème. Elle a dit que l'instauration du visa, c'est juste du côté administratif. Non, il ne faut pas percevoir les choses comme ça. Pour aller en France, je pense que la distance au niveau, non seulement au niveau de la race, au niveau des cultures, au niveau des habitudes, ce n'est pas la même chose quand quelqu'un qui quitte à Ouangolodougou et qui juste prend son vélo pour rentrer à Niangologo. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, en instaurant non seulement un visa, il y a des sérieux problèmes que cela va créer. Parce que l'objectif de la CEDEAO, c'était de permettre également l'établissement des peuples entre eux, un brassage. Et in fine, il fallait passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Or, dans cet élan de la CEDEAO des peuples, ça allait vraiment être un atout fondamental pour permettre non seulement une bonne intégration, une circulation des personnes et des biens, et envisager, si vous voulez une bonne perspective économique pour un essor de tous ces États. Mais avec l'arrivée donc de la Confédération des États du Sahel, cela constitue un véritable blocage à cette ambition qui était vraiment futuriste et qui devrait porter des lendemains meilleurs. Alors, plus cher Balé, prochaine question. Le Malien, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, en tout cas présidera aux destinées de l'AES pendant 1 an et le Burkina accueillera la première session parlementaire de cette toute nouvelle institution. Parlons du choix de la personnalité. Bon, avant de parler du choix de la personnalité, vous voulez dire d'Assimi Goïta? C'est ça. Oui, avant d'en arriver à là, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit concernant l'intégration. L'intégration n'est pas qu'économique. Elle n'est pas qu'économique. Et depuis que les États ont acquis leurs indépendances, et depuis 1975 que la CEDEAO a été créée, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas arrivé à la CEDEAO des peuples. Pourquoi? Parce que justement, au niveau politique, cette intégration n'est pas manifeste. Au niveau des décisions qui sont prises quant aux règles que la CEDEAO elle-même s'est données, ne sont pas respectées. Tout à l'heure, je parlais de coup d'État constitutionnel. J'ai cité le cas de la Côte d'Ivoire. Mais dans les textes de la CEDEAO, je veux donner juste un petit exemple. Il est écrit dans le protocole de 2001 sur la démocratie et la gouvernance. Il est écrit qu'on ne doit pas changer la loi électorale 6 mois avant les élections. Nous, on l'a fait ici en Côte d'Ivoire, on n'a rien dit. On l'a fait en Guinée, on n'a rien dit. Et donc, ce n'est pas seulement le volet économique. Bien que, du point de vue économique même, l'intégration même n'est toujours pas effective. Il y a des investissements que les étrangers peuvent faire en Côte d'Ivoire, mais que nous, Ivoiriens, on ne peut pas faire dans les autres pays. Donc, jusqu'à présent, c'est un échec sur toute la ligne.
Donc, il ne faut pas faire croire que ça marche bien, la CEDEAO, et puis d'autres veulent se retirer. Justement, c'est parce que ça marche mal que les uns, les plus courageux, les plus responsables, se sont retirés. Voilà. Maintenant, quant au choix d'Assimi Goïta, je pense que c'est certainement parce que ça a été le premier à avoir avoir décidé de sortir de là, mais donc je pense que ça doit être ça, puisque le coup d'État d'Assimi Goïta, ça s'est fait en 2020, les autres ont suivi après, donc je suppose... Des coups d'État qu'il faut condamner. Non, un coup d'État est toujours à condamner, qu'il soit militaire ou constitutionnel. Bien. Seulement, c'est important aussi de voir comment le peuple accueille cela. Et pourquoi le peuple salue parfois certains coups d'État. Il faut quand même suivre l'exemple du Sénégal. Alors, sur le plan du développement économique et social, c'est à vous, M. Eric Balé, la Confédération de l'AES a décidé de la création d'une banque d'investissement et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Est-ce que ça pourrait vraiment aider ces pays-là? Oui, forcément. Quand on décide de se mettre ensemble, il faut cimenter les choses, il faut créer les bases d'une solidité de leur économie. Donc, c'est tout à fait normal. Avant même la banque d'investissement, ils auraient dû même créer leur propre fonds monétaire aussi. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose. Eric Bayala, est-ce que ces trois pays ont des moyens nécessaires pour pouvoir créer une monnaie propre à elles-mêmes? Oui, mais justement, il faut déjà voir le taux de pénétration d'abord du franc CFA dans ces différents pays-là, l'impact économique que cela génère et que cela dégage pour ces différents États. Mais bien avant cela, Mme Balé disait tout à l'heure que c'est parce que ça ne marche pas qu'il faut se retirer. Mais est-ce que, donc si on l'entend parler, quand ça ne va pas marcher aussi au niveau de la Confédération des États, chacun d'eux sera amené à se retirer. Mais bien sûr. Justement, le problème, ce n'est pas de se retirer. De partir parce que ça ne va pas. Ce qu'il faut comprendre, il ne s'agit pas ici d'être rassuré si ça marche pour les intérêts des individus qui se trouvent aujourd'hui à la tête de ces États. C'est la vie des peuples. Ce sont des nations qui sont engagées. Quand on est dans un système et qu'on estime que le système ne nous est pas favorable, il faut rester dans le système et puis apporter les changements ou bien combattre ce qui ne va pas. Ce n'est pas en se retirant, ce n'est pas en se mettant à l'écart. Parce que là, le problème que cela crée, aujourd'hui, est-ce que les régimes militaires sont habilités à engager à ce niveau-là la volonté des peuples? Ils n'auraient pas dû attendre que ces militaires qui sont à la tête de ces transitions depuis combien de temps aujourd'hui puissent faire la main à, si vous voulez, des régimes démocratiquement élus pour que ceux-ci puissent engager, si vous voulez, le retrait de leurs États. Parce que demain, quand la transition va finir et que des régimes civils vont revenir à la tête des États, quelle sera leur posture vis-à-vis de la décision qui a été prise par les militaires? Ça, c'est d'abord la première chose que je voulais relever. La seconde chose que je voulais relever également à ce niveau, c'est qu'au niveau économique, vous avez parlé de mettre sur pied une banque d'investissement et un fonds de stabilisation. Et même, il aurait fallu créer leur propre monnaie, entre autres. Mais vous voyez que pour en arriver là, il y a un certain nombre d'abord de paradigmes qu'il va falloir d'abord maîtriser au niveau économique et que cela puisse être porté non seulement par la volonté des peuples et non par le bon vouloir seulement de ces militaires qui se trouvent à la tête de ces États. Parce qu'aujourd'hui, quel est le rapport économique que ces États auront avec l'ensemble des autres pays de la CEDEAO? Ces trois pays, dans l'UEMOA, qu'est-ce qu'ils pèsent réellement dans l'UEMOA? Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut peser parce qu'on ne se retire pas dans un élan de populisme pour faire plaisir. Et que quand elle dit que ces coups d'État militaires ont été salués par le peuple, de quels moyens juge-t-elle de savoir que ceux qui sont sortis dans la rue représentent forcément le peuple? Parce que nous avons fait des missions et nous avons vu que la majorité est silencieuse. Parce que quelle que soit la détermination du peuple, mais quand il est bâillonné et qu'on a des fusils en face, ce n'est pas évident. Certainement que la majorité est silencieuse. Quelque part, est-ce qu'on peut dire que la diplomatie a échoué du côté de la CEDEAO? Oui, à ce niveau-là, il faut reconnaître que je suis parfaitement d'accord avec vous parce que ces États-là ne se sont pas retirés immédiatement. Selon même les textes de la CEDEAO, une fois que cela a été porté, il devrait avoir, je pense, un délai de 1 an avant que ça soit acté. Mais si jusqu'à maintenant,
ils sont arrivés à se prononcer de façon irrévocable de leur retrait, ça veut dire qu'au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas eu une diplomatie active, une diplomatie percutante qui puisse vraiment permettre à ces États-là de reconsidérer leur position. Mais en même temps, le problème, c'est qu'on mène la diplomatie auprès de qui? C'est ça, parce que nous avons en face des régimes militaires. Est-ce que la CEDEAO consent dans son fonctionnement qu'il faut engager, si vous voulez, des pourparlers de haut niveau avec des régimes qui sont constitutionnellement élus ou bien avec des régimes de transition? Donc on attend de voir la fin des différentes transitions et voir quelle sera l'attitude de ces chefs d'État qui vont être élus à la tête de ces États pour vraiment nous prononcer s'il y a eu échec ou pas de la diplomatie. Alors, vous avez tous deux parlé des conséquences sur les États membres de l'AES, mais il y a aussi des conséquences pour les pays membres de la CEDEAO après ce retrait. Bon, moi, je n'ai pas fait d'études pour en... Sinon, il y aura des conséquences. Oui, il y aura forcément des conséquences. Il n'y a pas de situation qui n'ait ses avantages et ses inconvénients. Mais ce qu'il est important de relever, c'est que aujourd'hui, pour nous qui sommes dans l'esprit panafricaniste, nous sommes très contents du fait que l'AES ait pris ses responsabilités vis-à-vis d'une CEDEAO qui n'est pas conforme à ses propres textes, qui n'agit pas conformément à ses propres textes. Et nous pensons aussi qu'il ne faut pas dramatiser la situation. Tous les chefs d'État prennent des décisions qu'ils pensent être bonnes pour le peuple. Donc aujourd'hui, les dirigeants de l'AES prennent des décisions qu'ils estiment être importantes et on ne doit pas leur faire l'injure de faire croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas confiance. Mais est-ce qu'ils sont légitimes, ces chefs d'État? Oui, ils sont légitimes. Ils ne sont peut-être pas légaux par rapport au fait que ce n'est pas par les armes qu'on est censé avoir le pouvoir, mais ils sont légitimes par rapport au soutien qu'ils ont de leur peuple. Voilà. Et donc, il ne faut pas leur faire l'injure de faire croire qu'ils sont à l'aventure, qu'ils naviguent à vue. Ils ont forcément pris toutes les dispositions qu'il faut pour faire en sorte que tout ce qu'ils ont décidé dans le cadre de la Confédération se réalise. Et ce n'est pas des pays qui sont pauvres. Chacun de ces pays-là, quand ils demandent, ils pèsent quoi? Bon, peut-être c'est lui qui n'est pas informé, mais chacun de ces pays-là a suffisamment de ressources s'ils gèrent bien et qu'ils ne laissent pas leur économie être pillée. Comme ici en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils s'en sortiront. Alors, de part et d'autre, du côté de l'AES comme de la CEDEAO, il y a surtout la population qui paie le lourd tribut. Forcément, il y a la population. Et je prends un exemple très simple. Je pense que de tous ces États qui composent la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le pays qui reçoit sur son sol, j'allais dire, tous les autres peuples venus des autres États. Aujourd'hui, la décision que ces chefs d'État prennent, est-ce qu'ils tiennent compte de leurs ressortissants qui sont établis dans les autres États de, comment on appelle ça, de la CEDEAO? Quand vous venez peut-être en Côte d'Ivoire, vous prenez, il y a combien de Burkinabés, de Maliens et de Nigériens qui sont installés ici? Madame Balé disait ici, à l'un de nos débats, pour dire que le secteur du bois est tenu par les Nigériens. Mais aujourd'hui, le Niger, si les Nigériens ont pu avoir cette part de marché, c'est parce que c'était dans une économie, si tu veux, de tous ces peuples-là, dans un même espace économique, qui était le marché de la CEDEAO. Et donc, il y a eu une politique de permettre une bonne intégration économique de toutes ces personnes-là qui sont venues s'établir en Côte d'Ivoire. Maintenant que leur pays sortent, si vous voulez, de la CEDEAO, bien évidemment, il y aura des dispositions nouvelles qui vont permettre à ces États-là de faire la part belle aux membres de la CEDEAO, en excluant bien évidemment ceux qui ont voulu se mettre à qu'on appelle à marge. Alors, quel est le véritable défi qui s'impose aujourd'hui à ces trois pays? Bon, le défi qui s'impose à ces trois pays, c'est d'abord de tout mettre en œuvre pour que leurs ressortissants qui sont établis dans les autres États de la CEDEAO continuent d'avoir cette aisance économique qu'ils avaient, cette paix qu'ils ont toujours eue parce que c'était un même espace sous-régional, et puis surtout de permettre une libre circulation des personnes et des biens. Or, toutes les fois qu'il y a un visa qui est instauré, on parle là de filtre. Un filtre à tous les niveaux.
est-ce que ces États-là, selon leur population, pourront se déplacer aisément, c'est-à-dire se lever ce matin, faire son baluchon, aller à une gare routière et prendre un car et 2 jours ou un jour le lendemain se retrouver dans un État de la CEDEAO? Ça ne sera plus possible. Aujourd'hui, il faut d'abord demander pour faire le visa, vous savez tout ce que cela comporte. Or, le taux d'analphabétisme dans l'espace CEDEAO est tel que, aujourd'hui, pour que les documents administratifs se fassent, pour permettre à ces individus-là d'avoir un visa pour venir et aller dans un des pays de la CEDEAO va être compliqué. Et là, plus vous avez des délais pour attendre l'établissement d'un visa, il y a une conséquence forcément économique. Parce que là seulement, si vous devrez peut-être sortir de votre pays ou bien d'un autre pays pour aller chez vous, vous devrez attendre que vous ayez le visa. Et puis après, les contrôles aux frontières, si vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas l'autorisation de passer. Or, votre marchandise vous a déjà dévancé, vous devrez venir pour faire vos affaires. Il y a beaucoup de conséquences à ce niveau. Et puis, Chéric Ballou, ça sera un coup dur pour les pays de l'AES. Non, je ne pense pas.S'il y a des règles, les gens vont se conformer aux règles tout simplement. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas à dramatiser. On est ici, là, et puis on va dans certains pays où il y a des visas. Même si on est des pays frontaliers, quelles que soient les règles qui seront fixées, chacun s'évertuera à les respecter tout simplement. Alors, à l'occasion du 65e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenu hier dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria, selon nos sources, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a parlé des risques de désintégration de la CEDEAO. Il a également demandé de débarrasser la CEDEAO de clichés qu'il accuse d'être à la sorte des puissances étrangères, donc des propos souverainistes. Ensuite, il a demandé d'éviter les manipulations des constitutions, comme vous l'avez si bien dit. Quelle lecture faites-vous de ce point de vue, ce point très important évoqué par le président sénégalais? Le président sénégalais a tout à fait raison et je pense qu'il rend même service à la CEDEAO en relevant tous ces points. Il faut que la CEDEAO se revoie, il faut qu'elle se mette véritablement en ordre et qu'elle agisse conformément à ses textes. Il ne faut plus qu'elle fasse de favoritisme au coup d'État constitutionnel, à tous les coups d'État, parce qu'elle, apparemment, c'est les coups d'État militaires qui la gênent, mais les coups d'État constitutionnels, ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas normal. Et donc, il faut qu'elle se range, il faut qu'elle se revoie, il faut qu'elle se corrige. Sinon, je pense que la saignée va continuer. Éric Bayala, même question. Oui, mais en fait, la différence, c'est que, au moins, ce qu'elle appelle, entre griffes, coup d'État constitutionnel, c'est soumis à l'appréciation du peuple. Et ça fait beaucoup de morts. Quel peuple on a consulté? Soit par référendum, soit par l'Assemblée nationale. Une chose est sûre, c'est qu'on prend au moins l'assentiment du peuple. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de référendum. Il se trouve que le coup d'État militaire, on n'a pas l'occasion de consulter le peuple de quelque manière que ce soit. On vient, par la force des armes, on dit qu'on va à gauche, tout le monde va à gauche. Or, de l'autre côté, on consulte toujours le peuple. Et c'est soumis, j'allais dire, à l'assentiment du peuple, soit par référendum ou bien par le Parlement. Et quand ça passe par le Parlement, tous ceux qui y sont, ce sont les représentants donc, de la nation. Maintenant, en ce qui concerne la décision, sinon ce qu'a dit le discours du président sénégalais, je pense que le Sénégal vient de sortir d'une situation qui a interpellé plus d'un. Ils ont vécu leur propre expérience, ils arrivent. Ça ne fait même pas encore un an qu'ils sont aux affaires. Laissons le temps faire l'usage des choses et on saura bien si ce qu'il dit aujourd'hui, il tiendra le même discours demain. Mais une chose est sûre, la CEDEAO a été pensée et mise sur pied pour le bonheur des populations. C'est vrai qu'il y a eu d'abord un regroupement d'États, de 15 États, et il fallait faire la transition entre le regroupement des États vers, si vous voulez, la CEDEAO des peuples. Et c'est ce cheminement-là qui vient d'être arrêté, mais j'en suis convaincu que ça va aller plus vite avec le retrait de ces 3 pays. Alors, une autre question pour vous. Le chef de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touraï, a prévenu dimanche que les 3 pays risquaient de perdre 2 millions d'euros en investissement. C'est quand même de lourdes conséquences pour ces pays. Oui, justement, je pense que je l'avais déjà dit tantôt dans mes propos introductifs pour dire que forcément, cette décision est suivie d'une conséquence forcément économique. Parce qu'après, il y avait d'abord une solidarité d'action pour soutenir les États économiquement entre eux. Quand vous regardez le siège de l'UEMOA
se trouve, comment on appelle ça, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et c'était l'Union économique monétaire ouest-africaine pour que les gens, ces États-là puissent parler d'un même langage, avoir une même vision. Mais aujourd'hui, en se mettant en marge donc, de la CEDEAO, forcément, il y a des répercussions économiques. Et ça sera, comme l'a dit le président de la Commission, Omar Touré, mais c'est clair qu'on aura véritablement une bonne saignée parce que avant que ces États-là ne se retrouvent et ne trouvent leur santé financière ou bien qu'ils ne trouvent leur vitesse de croisière, il y aura véritablement une saignée économique. Alors, la CEDEAO mesure l'impact qu'il y aura sur ces pays-là au plan économique. Oui, la CEDEAO est libre de penser ce qu'elle veut. Une chose est sûre, c'est que ces pays-là n'ont pas pris leurs décisions au hasard et ils ont certainement pris toutes les dispositions qu'il faut pour supporter les conséquences négatives de leurs décisions. Ce n'est pas parce qu'il y a des conséquences négatives qu'il ne faut pas décider. Toutes les décisions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je le disais, il ne faut pas dramatiser. Certainement que les États de l'AES ont déjà pris toutes les dispositions qu'il faut pour s'en sortir. Maintenant, ce que je voudrais préciser par rapport à ce que M. Bayala vient de dire, c'est la situation de mon pays que je connais le mieux. En 2010, il y a eu un coup d'État constitutionnel parce qu'on a eu 2 présidents. Et le peuple n'a jamais été consulté pour qu'il y ait la guerre de 2010. En 2020, le Parlement et le Sénat ont été consultés, mais pendant que le président prenait la décision de modifier et la Constitution et le Code électoral, il y avait des manifestations de l'opposition et de la société civile qu'on n'a pas écoutées. Donc on n'a pas consulté le peuple. Éric Bayala. Oui. La consultation du peuple ne se fait pas à travers la manifestation des opposants dans la rue. Il y a des instances... Mais tout ça, c'est des façons de communiquer. C'est quand on ne vous écoute pas que vous manifestez. Vous pouvez me laisser finir? Je ne peux pas vous laisser, puisque vous nous dites des choses qui ne sont pas vraies. Toutes les fois que vous prenez la parole, ce n'est pas parce que ce que vous dites, je suis d'accord, mais un débat obéit à une discipline. C'est pour ça que je vous laisse parler. C'est parce que je suis d'accord avec vous. Donc, à mon tour de parole, je vous prie de me laisser aller au bout de mes idées. Allez-y. Voilà. Et donc, comme je suis en train de dire, la consultation du peuple ne se fait pas dans la rue. Il y a des institutions sur lesquelles repose un État, à savoir le Parlement, à savoir le Sénat. Le Sénat et le Parlement ont-ils été consultés? Oui. Donc, par voie de conséquence, le peuple a été consulté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, des institutions inféodées, des institutions qui ne sont pas objectives, des institutions qui sont inféodées au parti au pouvoir. Alors, donc le peuple s'exprime parallèlement comme il peut. Quand on ne vous écoute pas, vous manifestez. Non, justement, quand on arrive à une élection pour élire le secrétaire, il y a quand même tous les partis politiques qui voient rien. Oui, mais l'opposition est minoritaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est une Assemblée nationale qui soit est-ce que c'est l'État qui choisit, est-ce que c'est l'État qui choisit les représentants des partis politiques dans les institutions? On va à des élections soient crédibles. On va à des élections et c'est ceux qui sortent des élections-là qui représentent le peuple. Alors, voilà. Nous allons revenir au sujet. Dernière question pour terminer ce sujet sur l'AES et la CEDEAO. Est-ce que cette rupture va aussi aggraver l'insécurité régionale et entraver l'établissement d'une force régionale? Oui, au niveau de l'insécurité, justement, parce que je présume que dans l'espace sous-régional au niveau de la CEDEAO, il y a d'abord le partage au niveau du renseignement pour assurer la sécurité, le partage au niveau du renseignement au niveau du terrorisme, parce que quand il y a eu les attentats de Grand Bassam, nous avons vu les procureurs des autres pays, notamment du Burkina et du Mali, qui étaient venus investiguer en Côte d'Ivoire en vue de voir les dispositions à prendre pour lutter contre le terrorisme. Il y a eu également des rencontres entre les chefs d'état-major militaires de ces 3 pays-là, selon de ces pays, avec la Côte d'Ivoire, bien évidemment, pour le partage du renseignement. Il y a eu la création de l'Académie de lutte contre le terrorisme ici, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle à Jacquesville, où tous ces militaires de ces pays-là étaient des acteurs majeurs, justement, de lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, en termes de sécurité, bon, vous allez voir que, justement, quand est-ce que ça va toujours continuer? Il y a une grosse interrogation donc, en matière d'insécurité. Au niveau de la mise en place de la force, il faut dire que les États confédérés même ont déjà acté et ils ont mis en place, si vous voulez, une force unifiée des États de l'AES.
comme l'a dit également le président de la commission, et bien évidemment, au niveau de la force en attente de la CEDEAO, je pense au sommet du 6 juillet dernier a été activé. Parce que si vous voyez, il faut déjà essayer de se préparer pour savoir quelles sont les intentions réelles au regard du sujet qui a prévalu au Niger, où il y a eu un bloc contre l'autre. Et donc, chaque camp va essayer de mettre en place une force en attente, pas forcément pour que ça soit un front, mais pour que chaque espace puisse véritablement garantir la sécurité. Bien, puis Chéri Balé, la même question. Oui, depuis que les régimes ont changé au Burkina, au Mali et au Niger, on a constaté un recul du terrorisme. Il y a même des zones qui n'étaient plus habitées, qui ont commencé à être réhabitées et tout. Donc moi, je pense que la sécurité n'est pas menacée véritablement. C'est tout à fait normal que chaque bloc prenne ses dispositions. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échange en matière de renseignement. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas circuler d'un pays à l'autre. Il va falloir simplement respecter les règles qu'il faut. Sinon, au plan sécuritaire, il n'y a pas à s'inquiéter, d'autant plus qu'ils ont fait reculer et ils continuent de faire reculer le terrorisme de leur côté. Alors, c'est la fin de la première partie de cette émission qui était consacrée au premier sommet de l'AES. Est-ce qu'il y aurait des conséquences sur les États membres de l'AES et de la CEDEAO? Nos consultants ont apporté leurs différentes analyses. Place maintenant au deuxième sujet de cette émission. Le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Begremambé, a procédé le jeudi 4 juillet 2024 à la cité policière de Yopougon-BAE au lancement des travaux d'un programme de logement en location-vente et location simple portant sur la construction de 25 000 logements. Il convient d'indiquer que ce projet bénéficie du concours de la Banque arabe de développement économique en Afrique, la BADEA, pour un montant de 43 milliards de francs CFA. Les précisions de Clarisse Kanyala. On revient juste après. Voici à quoi ressembleraient les 25 000 logements lancés officiellement ce jour par les membres du gouvernement. Des appartements en immeubles collectifs de R+9 à Abidjan et R+4 à l'intérieur du pays, organisés autour des boulevards centraux et d'espaces verts, offrant ainsi un cadre aéré, confortable et agréable pour les résidents. Les membres du gouvernement ont lancé le démarrage des travaux ce jeudi 4 juillet à la cité BAE de Yopougon. Notre pays est confronté à un déficit structurel de logements, estimé à ce jour à environ 800 000 unités, selon les dernières études de la Banque mondiale. Si nous ne menons pas une action forte, une action impactante, ce chiffre va s'accroître de l'ordre de 80 à 100 000 unités par an. Pour faire face à une partie de ce déficit, la partie qui concerne les demandeurs les moins nantis, le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques a été initié. Ces logements sont destinés à toutes les couches sociales, en location-vente et en location simple. Le lancement de la construction de 25 000 logements est le premier projet de logement location-vente et location simple du programme présidentiel des constructions de logements sociaux et économiques. Il est bon qu'il y ait des maisons qui soient disponibles pour ceux et celles de nos frères et sœurs qui veulent avoir de la location simple, c'est-à-dire habiter la maison, payer le loyer, mais dans des conditions où tous les mois on ne vient pas augmenter le loyer, où on ne vient pas nous dire il y a mon fils qui vient d'Europe, il faut que vous nous donnez la maison pour que nous logions nos enfants. C'est qu'il est bon que quand on a travaillé pendant 10, 15, 20, 30 ans et qu'on s'en va à la retraite, on puisse céder sa maison aux enfants et aux petits-enfants. Donc il est bon que nous recherchions les moyens par lesquels les Ivoiriens peuvent être propriétaires de leur maison. Pour bénéficier de ces logements, plusieurs conditions sont à remplir. Il y aura une commission spéciale composée de plusieurs couches de la population. Il y aura les religieux, il y aura les journalistes, il y aura les syndicats, il y aura des fonctionnaires, il y aura des personnes du privé qui vont sélectionner
ceux à qui ces logements seront attribués. Nous allons demander au ministre en charge du numérique de nous aider à relever les identités par biométrie. Biométrie, je ne sais pas si on se comprend. Biométrie, c'est-à-dire que si vous venez pour prendre la maison, on va prendre vos 10 doigts, on va prendre votre visage. Si vous allez ailleurs pour prendre la même maison, on va mettre dans la machine, on va dire non, tu as déjà eu une maison. Ce programme d'urgence de construction est axé sur la réalisation d'immeubles collectifs au cœur des communes de Grand Abidjan, à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Eric Bayala, encore une fois de plus, le projet location-vente et location simple pour le grand bonheur des Ivoiriens. Oui, c'était un projet du programme présidentiel des logements socio-économiques. Et comme ça a été dit, il y a 25 000 logements qui seront construits dans les jours à venir pour, bien évidemment, essayer de pallier au déficit de logement, parce que le déficit de logement se trouve à plus de 800 000 unités. Et à terme, le gouvernement, d'ici 2025, veut pouvoir mettre à la disposition des Ivoiriens plus de 150 000 logements. Et donc, les 25 000 logements déjà constituent une première tranche qui va se situer dans le Grand Abidjan et puis aussi à San Pedro, à Bouaké et à Korogo. Puis, Cherik Balé, c'est un grand pas pour le gouvernement ivoirien. Bon, ça dépend de comment on voit les choses. Moi, je ne vois pas ça comme un grand pas parce qu'il y a eu une première phase de logements sociaux. Quel bilan a-t-on fait de cette première phase pour qu'on lance une autre à grande pompe en faisant croire aux populations que ce sera forcément bien? C'est ce qu'on avait dit la première fois. Déjà en 2010, le président Ouattara avait dit « un Ivoirien, un toit ». Et à la première phase des logements sociaux, il s'est trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. Le coût des logements, on avait dit que pour les ménages aux revenus faibles, les maisons seraient à 5 millions. Les gens sont venus souscrire. Avant même que l'opération ne finisse, c'est monté à 10 millions. Ça a créé beaucoup de désagréments à certains souscripteurs qui, pour ceux qui ne pouvaient pas continuer, ont dû demander un remboursement qui n'est pas effectif jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a des sociétés, je ne sais pas comment on les a recrutées, sur quelle base, mais certaines des entreprises de construction qui ont été prises dans le cadre de la première phase ont livré des maisons inachevées aux gens. Quelqu'un qui a un revenu faible, qui paye un loyer, qui s'endette pour souscrire à une opération, c'est-à-dire qu'il est prélevé pratiquement 2 fois. Puisqu'il paye son loyer, on le prélève encore pour l'opération. On va lui livrer une maison inachevée. Donc, il y en a qui ont dû se battre pour vivre dans ces maisons inachevées-là, les achever pendant qu'ils étaient là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas supporter deux paiements. Voyez-vous? Ensuite, il y a des cités où les VRD n'ont pas été entièrement exécutés. On a visité des sites de logements sociaux où les fosses septiques donnent directement sur les caniveaux. Il y a 8 cités à Modeste, sur la route de Bassam, où dans aucune des cités, il n'y a d'école primaire. Alors que normalement, dans un plan normal, pour chaque cité, on devait avoir une école. Il y a une des cités qui s'appelle Cité Ado, où ils ont commencé la construction d'une école qui s'appelle d'ailleurs Cablan de Caen, qui est venue pour l'inauguration. Jusqu'à aujourd'hui, l'école n'est pas achevée. Donc les enfants de ces 8 cités-là, ils vont à l'école soit à Abidjan, soit à Bassam, et ça leur fait 7 km ou 8 km pour aller à l'école. Ça impose des frais supplémentaires aux parents qui doivent payer la cantine et le car, alors que si l'école était dans la cité, ça ferait moins de frais. Maintenant, parce que le coût des logements a changé, je vous disais, pour les revenus faibles, ça devait être 5 millions, c'est monté à 10. Pour les logements économiques, ça devait être 10 millions, c'est monté à 15. Il se trouve qu'il y a des personnes qui ne font pas partie des ménages à revenus faibles qui ont pris ces maisons-là. Il y en a qui ont pris 3, il y en a qui ont pris 4, ils ont modifié, ils ont fait des R+4. J'espère qu'ils ont refait la fondation pour ne pas qu'on assiste à des effondrements. Mais globalement, la première phase a été un échec.
Ce que nous, on se demande, c'est est-ce qu'on a tiré les leçons de cette première phase avant de lancer la seconde phase? Est-ce qu'on a réglé les problèmes des gens de la première phase parce que l'État leur doit toujours? Ils ont parlé de compte séquestre. Normalement, un compte séquestre, là, c'est ce qu'on appelle couramment un compte bloqué. Si quelqu'un ne veut plus, on doit pouvoir lui rembourser son argent. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a des milliers de souscripteurs qui ne sont pas encore remboursés? Donc franchement, nous, on n'a pas confiance en cette deuxième phase si les problèmes de la première phase n'ont pas été réglés. Alors, vous aurez réponse dans quelques instants. Nous allons suivre dans quelques minutes un extrait du Premier ministre. Mais bien avant, Éric Bayala, ce volet est perçu par certains Ivoiriens comme un échec des différents gouvernements qui se sont succédés sous l'ère Ouattara depuis 2011. Est-ce que le Premier ministre Robert Begue-Mombe arrivera-t-il à se démarquer du lot? Oui, justement, vous voyez que, comme on dit, hein, les belles perspectives naissent toujours des, si vous voulez, des premières expériences. Et donc, pour lancer ces 25 000 logements, il faut dire que la phase des logements sociaux, je l'avoue, a connu des difficultés. A connu des difficultés au niveau non seulement de la faiblesse technique et financière des promotions immobilières qui avaient le marché. Il y avait également le faible taux de bancarisation de nos ménages. Et à côté de cela, il y a le fait que il y avait un manque de coordination au niveau de toutes les structures impliquées pour la réalisation donc, de ce projet. Et donc c'est à partir de là que des dispositions ont été prises pour pouvoir véritablement juguler tous ces actes manqués du passé et lancer la deuxième phase. Mais je note déjà que c'est quand même 30 000 logements sociaux qui ont été livrés en ce qui concerne la première phase. Maintenant, pour la deuxième phase, pour en arriver là, des dispositions ont été prises, notamment en mettant sur pied l'Agence nationale de l'habitat, la SICOJ, qui est devenue l'Agence nationale de l'habitat, qui a été restructurée pour répondre justement à tous ces besoins-là. Il y a eu encore la récapitalisation de la BACI, qui est la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir avoir, si vous voulez, de disposer de moyens pour acquérir des logements décents. Et puis pour la seconde phase, le loyer est fixé au moins au tiers du revenu de l'acquéreur. C'est-à-dire que si vous avez peut-être un revenu de 200 000 francs, c'est sûr que pour pouvoir souscrire, on ne vous demandera pas plus du tiers. Et là, ça prend aussi, si vous voulez, le secteur informel. Il ne sera plus question de forcément un apport initial. Il y a eu également la CONALOG, qui est un comité qui a été mis en place. Et puis les enregistrements vont se faire de façon biométrique pour ne pas permettre les multiples acquisitions, c'est-à-dire qu'un individu ne peut pas avoir plusieurs maisons. Et puis, avec la commission qui a été mise sur pied, c'est de faire une gestion transparente donc, des logements à leurs acquéreurs. On l'espère. Alors, plus Éric Balé, le ministre de la Construction, Bruno Koné, a rassuré les uns et les autres que des mesures sont prévues pour la gestion des copropriétés dans ces programmes. Quel est le véritable défi pour vous avec les projets de copropriété quand on se base sur les problèmes rencontrés dans les anciens projets de logements sociaux? Bon, vous savez que le gouvernement a toujours essayé de rassurer les populations sur les dispositions qui seraient prises pour ne pas que les projets échouent. Le problème, c'est que dans les faits, ça n'a pas été le cas. Donc moi, quelles que soient les dispositions qui sont prises pour la copropriété, on attend de voir comment les choses vont se passer pour y prêter foi. Sinon, la première fois, on avait déjà dit aussi, parce que tout à l'heure, M. Bayala parlait du secteur informel. On leur avait déjà fait la même promesse lors de la première phase, qu'il n'y aurait pas d'apport initial, que les gens s'inscrivent. Mais après, quand ils sont allés s'inscrire, finalement, il fallait qu'ils donnent un apport. Donc moi, franchement, comme l'a dit un évêque une fois, apparemment on est dans deux mondes et c'est ce qui se matérialise sur tous les sujets. Il y a toujours des points de vue divergents, un point de vue qui tient compte des réalités des populations que nous défendons et un point de vue qui tient compte des promesses du gouvernement. Donc franchement, quel que soit ce qui va être dit, nous on attend de voir
les faits à l'épreuve de ce qui avait été dit pour en juger? Alors, le Premier ministre Beugre Mambé est dévoué pour changer la donne. Jeudi dernier, lors de la cérémonie de lancement du projet aux entreprises, bureau d'études et de contrôle, le chef du gouvernement a recommandé un peu plus de vigilance et de rigueur dans la fixation des prix pour le respect des délais d'exécution et de la norme qualité. On l'écoute au micro de Clarisse Kanyala. Qui va avoir accès à ces logements? C'est ça la vraie question. Il y aura des conditions strictes et vous pouvez nous faire confiance. Si vous venez pour prendre la maison, on va prendre vos tiroirs, on va prendre votre visage. Si vous allez ailleurs pour prendre la même maison, on va mettre en marché, on dit non, tu as déjà une maison. On doit la quelqu'un d'autre. Personne ne sera exclu. Il y aura les chauffeurs de minicar, que nous appelons Baka. Il y aura les apprentis Baka. Il suffit qu'ils payent là maintenant. Il y aura les commerçantes, nos mamans, qui vendent les viviers dans les marchés. Il y aura ceux qui réparent nos véhicules, que nous appelons traditionnellement les mécaniciens. Il y aura les artisans, ceux qui vendent les statues au Kaba, au centre artisanal de la ville d'Abidjan. Il y aura nos amis journalistes, les jeunes journalistes, et les doyens aussi. Il y aura les enseignants, il y aura les policiers, il y aura aussi les gendarmes, il y aura toutes les catégories d'agents, d'Ivoiriens, des travailleurs et de non-travailleurs. Ce ne sera pas 20 mois de loyer, ce sera un loyer, un tout petit loyer. Vous payez un petit et vous rentrez dedans. Mais là où on sera exigeant, c'est qu'à la fin du mois, il faut payer votre loyer. Donc celui qui gagne 100 000 francs, on fera tout pour que son loyer ne dépasse pas 35 000. Ça, c'est la règle. Et si c'est la location boîte, on va lui demander peut-être un petit quelque chose pour commencer et on lui donne la maison. Il reste dedans jusqu'à 20 à 25 ans après, on dit si à la maison, c'est pourquoi. Je demande aux entreprises, premièrement, au bureau d'études, deuxièmement, au bureau de contrôle, troisièmement, d'être très vigilants. Il faut respecter les prix que vous avez annoncés, les délais sur lesquels vous êtes engagés et la qualité que les Ivoiriens attendent. Voilà, de retour en plateau, Pulchérik Balé, votre réaction sur ces recommandations du Premier ministre Beugre Mambé? Ce sont des recommandations qui sont tout à fait normales. Tout projet qui veut se mener avec succès, il faut forcément qu'on respecte les délais, il faut forcément qu'on respecte les coûts. Tout ce qu'il a dit là, c'est tout à fait normal. Le vrai problème, c'est est-ce que ce sera respecté? Puisque par le passé, ces mêmes recommandations-là ont été entendues sans qu'il n'y ait d'effets positifs sur le terrain. Alors Eric Bayala, le Premier ministre fait quand même bien d'évoquer le coût des loyers et des délais d'exécution de ces travaux. Oui, mais justement, pour un État et un gouvernement responsable, à la lumière donc, de tous ceux qui voudraient acquérir des maisons, des logements, il est indiqué déjà, en ce qui concerne le loyer, les coûts, et puis les délais d'exécution. En tout cas, ça dénote de la transparence même du projet. C'est-à-dire, on n'engage pas les citoyens dans une opacité en ce qui concerne ce projet, mais dès l'entame déjà du projet, le chef du gouvernement vient à la face de la nation et indique les différents, si vous voulez, coûts de ces logements et en même temps, il se prononce sur la qualité de ces logements sociaux et puis les différents endroits. Parce que cela a intégré un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire construire ces logements-là
non seulement dans le Grand Abidjan, mais autour, sinon organisé autour des voies centrales pour permettre non seulement une circulation plus aisée de tous ceux qui vont y habiter, et puis également se prononcer sur le coût, parce que ce sont des maisons non seulement en location simple, et puis en location-vente. Et c'est pour dire qu'il y en a pour toutes les bourses, parce que cette fois-ci, le secteur informel a été pris en compte. Et puis, le problème qu'on pourrait avoir, c'est sur les délais. Et donc, quand le Premier ministre insiste sur les délais, il interpelle en même temps tous les promoteurs pour que chacun s'y mette, de sorte à ce que non seulement on puisse respecter les cahiers des charges, mais que toutes les parties prenantes dans ce projet-là puissent avoir une synergie d'action pour qu'à date, on ait effectivement les logements. Alors, ce n'est pas de moi, une grande plaie de la gouvernance Ouattara depuis son avènement est la politique des logements sociaux. Allons-nous rester définitivement au stade des déclarations et des effets d'annonce, se demande un anonyme. Non, mais justement, cet anonyme-là, qu'il aille s'informer, parce que, comme je le disais tantôt, la première opération, in fine, a donné naissance à 30 000 logements. Là où le déficit en Côte d'Ivoire, on parle de 8 000 logements. Et donc, c'est parce que... 800 000, merci. 800 000 logements. Donc, c'est pour dire que sur les 800 000, la première opération a consisté à déjà produire 30 000. Nous en sommes à une opération de 25 000. Et jusqu'en 2025, le gouvernement s'est fixé un objectif de 150 000 logements. Et c'est vrai, on n'a pas encore atteint le cap parce que vous savez que les questions d'abord non seulement du foncier au niveau d'Abidjan sont des questions qui sont difficiles et rares. D'où les mesures prises par le ministère de la Construction à travers l'ADU pour pouvoir permettre non seulement une acquisition sereine des lopins de terre afin de bâtir aisément. Et à côté du problème du foncier, il y a de ce que l'État doit pouvoir assister les citoyens à se loger décemment. Et donc la politique de logement, c'est vrai, n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais nous pouvons dire que nous sommes en chemin avec une vitesse raisonnable qui marque le pas d'une volonté manifeste. Alors, plus Chéric Balé, malheureusement, ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui ne font pas confiance au projet lancé à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2025, malgré la bonne foi du gouvernement et la volonté du Premier ministre Begremombe-Robert. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette méfiance de ces derniers? Cette méfiance est tout à fait justifiée. Parce qu'on parle de 30 000 logements dans la première phase, mais ils ont été livrés à qui? La cible a été ratée. Comme je vous disais, il y a plusieurs qui sont en attente de leur remboursement parce que les règles du jeu ont changé au cours du jeu, tant par rapport au coût fixé que par rapport à la qualité des maisons livrées. Donc, nous voulons vraiment exhorter le gouvernement à régler ces passifs-là rapidement pour que les populations soient mises en confiance, mais surtout à prendre toutes les dispositions pour que les nouvelles décisions qui ont été prises soient réellement appliquées et qu'il n'y ait pas d'impunité aussi au niveau des opérateurs qui ne respectent pas leurs contrats. Merci, c'est la fin de cette partie de l'émission qui était consacrée au lancement du projet des 25 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire, lancé la semaine dernière par le Premier ministre Begremombe-Robert. Place maintenant à la rubrique Le carton rouge. Voilà le carton rouge de Chéric Balé. Mon carton rouge va au district d'Abidjan qui ne respecte pas la dignité humaine dans l'exécution de sa politique de maintenir l'ordre urbain. En plus de mettre des milliers de familles, de jeter des milliers de familles dans la rue, donc à la pauvreté, il s'attaque à des communautés villageoises. La première communauté villageoise, ça a été le village de Banco 1, qui a été présenté comme un quartier précaire, alors que c'est un village, les papiers sont là pour l'attester, le décret de création du village, les arrêtés de nomination des chefs délivrés par l'administration elle-même. Et samedi 6 juillet, donc avant-hier, le district s'en est pris encore à la propriété d'une communauté villageoise. Nous savons tous ce que les Hébriers ont donné au développement sans avoir toujours eu en contrepartie ce qu'il faut. Et donc, nous voulons donner ce carton rouge au gouverneur du district qui gagnerait
à respecter les autorités coutumières, qui gagnerait aussi à respecter la dignité humaine dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Eric Bayala, réaction, question? Oui, bon, une chose est sûre, on ne peut pas être établi en tant que tel, donc en tant qu'une autorité, et puis s'en prendre aux populations impunément. Pourtant, vous êtes là pour le bonheur de celle-ci. Si le ministre gouverneur et ses équipes en sont arrivés à Banco 1, une chose est sûre, parce que nous-mêmes, on a été souvent très ahuris, stupéfaits de savoir qu'il y avait des logements. Depuis toujours, on avait pensé en bon droit que ces logements étaient dans des situations, sinon avaient une position géographique normale. Et que nenni, nous nous en sommes étonnés à l'idée de savoir que c'était des habitats qui avaient été bâtis sur des espaces publics ou bien sur des emprises d'ouvrages d'assainissement. Et donc, si dans le développement du Grand Abidjan, il s'est avéré que cette partie de Banco, ce qu'elle appelle le village de Banco 1, serait dans le viseur du gouvernement, je pense que c'est parce que, bien évidemment, le ministre-gouverneur a déjà pris toutes les dispositions qu'il faut avant d'en arriver là. Parce que les récents remous que nous avons connus avec les déguerpissements de GESCO et autres, il y a eu des actions concertées au niveau non seulement des différentes mairies, des différentes communes, des différentes ce qu'on appelle communautés, avant que les actions se fassent. Et donc que les gens arrêtent de sortir, sinon de se mettre dans les émotions, et qu'ils comprennent que c'est un programme qui a été engagé et que l'État sera toujours à leur côté. Et pour ceux même qui ont été déguerpis, d'ailleurs, vous le savez, il y a eu un espace de recasement pour eux, et je pense que ça sera dans cette même optique-là. Il ne s'agira plus de déguerpis pour déguerpis, mais déguerpis pour assurer une vision prospective de l'urbanisation du Grand Abidjan et de recaser avec justement beaucoup de commodités toutes les populations qui seront déguerpies. Bien, Eric Bayala, à vous maintenant votre carton rouge. Il ne s'agit pas également ici de faire des cartons pour faire des cartons, c'est des cartons pour apporter du changement à notre pays, pour participer à son développement. Eric Bayala. Oui, mon carton rouge, je vais l'amener, je donne le carton rouge véritablement à toutes les communes d'Abidjan. Je suis à me demander comment ça se passe, la gestion des rues à l'intérieur des communes. Vous sortez un matin, vous arrivez, une telle ruelle est bloquée au motif qu'il y a un mariage. Vous sortez de l'autre côté, il y a une autre rue qui est bloquée au motif qu'il y a un baptême. Et ça rend justement la circulation qui est déjà difficile avec les embouteillages, ça complique davantage. Donc véritablement qu'il y ait une gestion rigoureuse et que les mairies s'impliquent dans la gestion des rues pour ne pas que chacun se lève et il bloque une rue parce qu'il en a envie. Vous arrivez un beau matin, il y a des camions qui ont bloqué carrément la rue parce que quelqu'un serait en train de construire sa maison et donc interdiction de passer. Vous êtes déjà engagé, vous ne pouvez plus continuer, vous ne pouvez plus vous reculer parce qu'il y a la queue et ça rend la circulation difficile. Que les mairies s'impliquent pour la gestion de ces espaces-là, qui sont des espaces communs de circulation, et que véritablement on puisse arriver à mieux circuler à Abidjan. Voilà. Plus Eric Balé, réaction. J'ai failli vous rebaptiser Eric. Ok. Oui, c'est un problème qui est effectif, mais le pire n'est pas les mariages et les baptêmes. Le pire, parce que là encore, c'est ponctuel. Le pire, c'est quand une autorité du pays habite quelque part et puis il estime que dans la rue, là, on ne doit plus passer là. C'est ça le pire, parce que les voies sont des voies publiques, donc ouvertes à tous. Et si quelqu'un doit donner l'exemple en la matière, c'est forcément ceux qui dirigent. Donc, pour moi, ce qu'il a dit est tout à fait vrai, c'est vrai, ça cause des désagréments, mais ce sont des faits qui sont temporaires. Mais qu'une autorité du pays bloque une rue simplement parce qu'il habite là, c'est quand même un problème. Voilà, nous sommes maintenant dans le chiffre du jour, votre rubrique qui met en l'honneur un chiffre en rapport avec la vie de la nation. On revient juste après ceci. Voilà, le chiffre du jour, c'est 152. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est un peu en rapport avec l'un des coups de gueule de ce soir.
Ah ouais. Ouais. 152. Alors, on va parler des communes. Le chiffre du jour, 152. Vous savez, la 7e Assemblée générale élective de la fêtière des villes et communes de Côte d'Ivoire s'est achevée avec l'élection du nouveau président. Il s'agit du maire de Bouaké, le ministre Amadou Koné, avec 152 voix pour Amadou Koné contre 24 pour Assalé Tiemoko. Le maire de Bouaké a remporté cette élection face au maire de Tiassalé, succédant ainsi au ministre Claude Paulin d'en haut. Alors, Eric Bayala, on se demande à quoi sert réellement l'IVICOSI et quel est son apport au développement des communes et villes en Côte d'Ivoire? Oui, mais en fait, comme le nom l'indique, l'IVICOSI, c'est l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est une structure qui a été créée pour pouvoir gérer, si vous voulez, les intérêts des communes. Et parce qu'il y a des programmes qui prennent en compte si vous voulez, des communes, que pour éviter que chacun vienne individuellement. Et c'est cette structure-là qui gère, si vous voulez, les intérêts des communes. Mais à côté de cela, également, l'IVICOSI, c'est un organe de consultation, de concertation, où les maires, entre eux-mêmes, se retrouvent pour partager, si vous voulez, leurs expériences en termes de gouvernance, en termes d'investissement, en termes de projet. Et ils parlent d'une même unique voix. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que l'IVICOSI devient de plus en plus dynamique, parce que par le passé, personne même ne pensait que ça existait. Or, c'est une structure qui existe depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, cette structure fait montre de son dynamisme et de son attachement à participer au développement de la Côte d'Ivoire et des communautés. Monsieur Eric Balé, la même question. Est-ce que l'IVICOSI apporte réellement un plus au développement de nos villes et communes? Bon, moi, je n'ai jamais eu connaissance d'un quelconque bilan de l'IVICOSI qui présenterait ce qu'elle aurait fait en faveur des populations. Donc, je ne saurais répondre véritablement à cette question. Ok, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Dans ce numéro, nous avions parlé du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, qui est désormais la Confédération des États du Sahel, et le sommet de la CEDEAO tenu hier également à Abuja, au Nigeria. Il était question dans la seconde partie de l'émission du lancement du projet de 25 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission qui passe tous les jours du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Surtout, ne décrochez surtout pas. L'information revient demain à 19h30 et 20h15. Portez-vous bien. Bonsoir.